Patrick Join, bonjour. Vous êtes maire de la Faute-sur-Mer, donc en Vendée, où la tempête Xynthia avait malheureusement fait 29 personnes tuées en 2010, et énormément de personnes qui ont vu leurs biens dégradés, inondés ou qui ont dû partir de cette commune. Aujourd'hui, plusieurs années après les faits, 4 ans après la tempête, vous travaillez, toujours 6 ans pardon, après la tempête, vous travaillez toujours sur de la résilience de cette population. On a du mal à comprendre comment certaines personnes sur place refusent encore qu'il y ait eu cette tempête ou ne l'admettent pas. Alors tout d'abord, je suis le maire que depuis 2014 et je laisse à l'ancienne équipe municipale sa responsabilité sur la tempête. Mon travail de nouveau maire, et c'est aussi pour ça que je suis venu me présenter au suffrage, c'est de tenter, ce qui est compliqué, de faire passer cette commune sinistrée vers un cap qui doit absolument intégrer la question de la fragilité de son territoire. La Faute-sur-Mer, c'est une presqu'île, c'est une chance, c'est magnifique, mais parce que c'est une presqu'île, c'est fragile. Et parce que c'est fragile, il faut admettre l'idée simple qu'il faut travailler l'idée de la mémoire et l'idée des chocs, notamment climatiques, pour préparer l'avenir. Et il faut faire les deux à la fois. La population a intégré aujourd'hui sur place ce véritable risque complètement? Non, pas totalement, parce que l'acteur public, notamment l'État, n'est pas très fin psychologue ou sociologue dans la manière de faire passer ces messages, et qu'on est passé d'un territoire en 2010 qui n'avait ni plan communal de sauvegarde, ni plan de prévention des risques d'inondation, qui avait mal protégé son territoire, avec des digues mal protégées. On est passé d'un territoire où l'État, d'une certaine manière, cherche à faire tout ce qu'il n'a pas fait, parce que l'État a aussi une part de responsabilité. Donc l'État surjoue la notion de sécurité, à tort, parce qu'en surjouant la notion de sécurité, il met le citoyen dans une posture de défense. C'est-à-dire, pourquoi un PPR si contraignant? Pourquoi autant de contraintes pour développer un projet à la Faute-sur-Mer? L'État joue plutôt la double ou la triple sécurité, et donc, d'une certaine manière, conduit difficilement le citoyen à s'interroger sur le risque. C'est en fait, au bout du compte, ce travail de résilience que la commune, les élus locaux font également. Alors plutôt en complément de l'État, qui devrait nous accompagner, qui ne le fait pas toujours avec intelligence. Vous parlez de plan communal de sauvegarde, qui est un plan pour protéger les populations en cas malheureusement de drame naturel. Où en êtes-vous aujourd'hui de ce plan, 6 ans après la tempête? Est-ce qu'il est adopté? Est-ce que toute la population peut se sentir protégée? Alors il faut considérer deux plans qui ne sont pas de même nature et ne sont pas de même responsabilité. Le plan communal de sauvegarde, celui-là est obligatoire de par la loi, mais le patron du plan communal de sauvegarde, c'est le maire, c'est la commune. Celui-là, non seulement est en exercice, mais nous travaillons avec l'équipe municipale, avec les citoyens, à élargir, à humaniser sa compréhension, avec notamment un réseau de solidarité, parce que lorsqu'une tempête, lorsqu'une alerte rouge a lieu, l'important, ce n'est pas de savoir si les gens reçoivent un message sur leur téléphone, c'est de savoir s'ils vont comprendre le message et s'ils vont être capables de l'assumer. Et dans nos communes côtières, en Bretagne comme en Vendée, on a beaucoup de retraités, de gens qui ont aussi des difficultés de compréhension. Donc le travail qu'on fait, que la commune fait, c'est de faire en sorte que si j'ai un message d'alerte rouge notamment, qui se produit sur ma commune, je fais en sorte qu'un réseau de voisinage entoure celles et ceux qui sont les plus fragiles. Ça, c'est le travail de la commune et nous l'assumons. L'État doit assumer un plan de prévention des risques littoraux ou de plan de prévention des risques inondations. C'est un arrêté du préfet, sous la responsabilité du préfet. Et ce travail étant en cours, le préfet le met en route. Alors, je le dis, je regrette qu'il ne se fasse pas avec plus d'intelligence. Le mot d'intelligence n'est pas volontairement blessant, mais je demande à l'État de la bienveillance sur un territoire qui a été meurtri et de regarder également de près la question de la domanialité de la propriété, pour que les propriétaires qui ont déjà subi le choc de Xynthia n'aient pas le sentiment d'être en plus floués par un État qui intègre un dispositif de sécurité ultra difficile, ultra lourd. Et ça voudrait dire qu'il faudrait que l'État accepte aussi dans un plan de prévention des risques, comme à la Faute-sur-Mer, commune meurtrie, de faire preuve d'innovation, de sens de la projection, d'action sur le moyen terme, le long terme, Vous voudriez et surtout d'innovation. très Écoutez, il y a des zones
Alors on a à peu près réussi par exemple à innover sur le plan local d'urbanisme où on avait un secteur historique, un centre-bourg historique. L'État finit, après 6 mois de discussion, a fini par admettre qu'on pouvait peut-être considérer ce plan historique d'une manière particulière d'un point de vue urbain, notamment pour refaire la commune sur la commune, c'est-à-dire bien sûr intégrer des conditions de sécurité, mais préparer l'avenir, préparer le réemploi des bâtiments. Eh bien, il faudrait que l'État ait aussi la capacité à admettre que sur, par exemple, un lotissement qui a été autorisé il y a 7 ans, avant Xynthia, qui compte par exemple 1 hectare, qui est enclavé par des maisons déjà, on pourrait imaginer qu'il accepte l'idée d'avoir un lotissement innovant, avec des lotissements surélevés. Vous voyez, à l'image de ce qu'on fait en Europe du Nord, au Danemark ou en Hollande. Alors que là, non, on est sur une logique basique d'une mesure de la côte, d'une mesure d'une digue qu'on vient de rénover qui doit possiblement être cassée. Donc le système de l'État sur le plan de prévention, c'est un système inventé à Paris par des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect, mais qui ne connaissent pas la réalité objective des territoires fragiles. Ils ne font qu'en parler que de manière théorique. Et la prévention, la résilience, ça se fait sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, la commune est protégeable d'un phénomène similaire? Est-ce que l'on peut construire des digues? Est-ce que l'on peut construire des enrochements pour protéger la commune? Ou est-ce qu'il va falloir pour vous vivre avec ce risque? Alors, il y a 2 choses. Je crois de mémoire que 25% du territoire national est soumis au risque d'inondation. 25% du risque. 25% du territoire. Donc, pour ce qui concerne ma commune, elle n'est pas à l'abri, comme les autres, comme toutes les communes du littoral, d'un dérèglement majeur. Pour autant, le plan digue, organisé dans le cadre des plans d'action prioritaires, inondation, les PAPI, prévoit des travaux structurants qui sont, pour ma part, réalisés et qui doivent être, et c'est un autre sujet, être intégrés dans le cadre d'une loi qui s'appelle GEMAPI, qui, vous savez, a été repoussée en 2018, qui devrait permettre à une solidarité territoriale d'assumer, y compris les risques de submersion marine, pour qu'ils soient portés par d'autres que seulement les contribuables du territoire. Et pour l'instant, cette solidarité n'existe pas. Vous avez le sentiment d'être seul. Pour le moment, c'est la commune seule qui assume son financement. Et dans le cas présent, pour ma commune, qui est une petite commune, c'est plus d'1 million d'euros de dépensés ces 4 dernières années. Et c'est encore potentiellement 1 million d'euros à dépenser. J'attends que la loi, qui a été malheureusement repoussée à cause des sénateurs, soit mise en œuvre au 1er janvier 2018 pour que cette solidarité territoriale s'exerce. Toute dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes le maire d'une commune qui va être, j'ai envie de dire, grignotée petit à petit par la mer, qui va devoir vivre avec ce risque d'inondation et qui va délaisser un territoire qui petit à petit va se vider parce qu'il est trop dangereux à vivre? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous battez pour qu'il y ait toujours une vie sur ce territoire? Alors, le paradoxe géologique ou géographique de la Faute-sur-Mer, c'est que c'est un territoire qui s'agrandit, puisque j'ai une pointe qui s'appelle la pointe d'Arcec, elle est l'une des plus belles pointes d'Europe océanique, qui agrège du sable en gros 20 mètres par an à peu près régulièrement. Alors, pour autant, c'est un peu un épiphénomène. Le risque d'inondation avec les questions de surélévation du niveau de l'océan est une réalité objective. Ne soyons pas climato-sceptiques, non, c'est un problème réel. Pour autant, avec des dispositifs de sécurité digue, d'une part, avec d'autre part un système de prévention adapté, avec un urbanisme qui ne serait pas oublieux du passé, qui garde la mémoire. Oui, nos territoires ont un avenir. Ils ont nécessairement un avenir. Il ne faut pas faire subir à ces territoires des doubles ou des triples peines. On vit déjà par ailleurs des peines terribles d'un point de vue assurantiel, puisque la responsabilité d'un drame finit toujours devant un juge. Pour ce qui concerne la Faute-sur-Mer, c'est sans doute 10 années de son histoire qui vont être consommées par du temps passé pour défendre les citoyens, les contribuables, qui n'ont absolument pas à payer les erreurs passées. Donc, gérer la tempête, mais gérer également l'après-tempête, qui est malheureusement très difficile. Merci Patrick Join de cette interview. Merci.